Fontaine fait des fables, bah, qu'est-ce qu'il va en faire maintenant? Il n'y a rien à ajouter, hein, c'est fait. C'est ça, et puis c'est tout, hein. Puis après, dame, après, après, il n'y a plus rien à faire. Et d'ailleurs, c'est vrai, La Fontaine a tué le genre, parce qu'en fait, il a porté des fables à un tel degré de perfection qu'après lui, personne, ou presque, ne s'est plus risqué à en faire. C'est fini. Et en même temps, tout le monde n'admire pas La Fontaine. Jean-Jacques Rousseau, par exemple, il avait les plus grandes réserves dans son livre sur l'éducation des enfants, là, l'Émile. Il en défend la lecture à son élève. Il dit on fait apprendre les fables de la Fontaine à tous les enfants, il n'y en a pas un seul qui les entende. Et quand ils les entendraient, ce serait encore pire, car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Là, je comprends pas très bien ce qu'elle voulait dire, mais enfin, je vais y réfléchir encore. Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous. Et j'aurais bon besoin que le me conseillât moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien. Et plutôt sien que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies. Et je vois se former au loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? Mais c'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Yes! Seigneur Octave! Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est-ce là? Je vous vois tout troublé. Mon pauvre Scapin, je suis perdu. Je suis désespéré. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Et comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père revient avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je le sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans vanité, qu'on n'a guère vu d'homme plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment cela? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice? Oui, elle en usa fort mal avec moi, et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Voilà. Mais basta! Ne laissez pas de me conter votre aventure. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Oui, je sais cela. Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Oui, et je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Oui, je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour, et me mena voir cette fille, que je trouvais belle à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté, sa grâce, me louait son esprit, me parlait avec transport des charmes de son entretien dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait de dire et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez des gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Mais où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle,
Et nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille, toute fondant en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines, et sa coiffure était une cornette jaune retroussée au haut de sa tête qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Cependant, faite comme cela, elle brillait de 1000 attraits. Et ce n'était qu'agréments et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Ah, Scapin, si tu l'avais vue en l'état que je dis, tu l'aurais trouvé admirable. Oh, je n'en doute point. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête. Et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait le croire. Et comme on vient tout compter, il n'a pas tant de tort que de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Mais que voulez-vous? Il a été poussé par sa destinée. Voici une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner. Et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Ma foi, monsieur, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Mais pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont... jeunes. Et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté, pis encore que votre fils. Pis. Et j'aimerais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune. Et n'avez pas, dans votre temps, fait des fredaines. Je vais vous dire que vous aviez été autrefois un compagnon parmi les femmes. Ouais, ben... Que vous faisiez votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là. Et que vous n'en approchiez point, que vous ne poussassiez à bout. Cela est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Mais que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, lui conte des douceurs, soupire galamment, fait le passionné. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune, mais le voilà surpris avec elle par ses parents qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Monsieur, il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Ah mais demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié. Oui, monsieur. Mais voudrais-je vous mentir? Mais il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. Ah, c'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre le mariage. Rompre le mariage. Eh oui. Vous ne le romprez point. Je ne le romprai point. Non? Quoi? Je n'aurai pas pour moi les droits de père. Et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord.